Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va parler des peurs, de vos peurs et des peurs que finalement on a tous, c'est-à-dire qu'on passe sa vie à faire des économies, à travailler son patrimoine, à mettre de l'argent de côté et bien entendu, ce dont on n'a pas envie et ce dont on a le plus peur en fait, c'est de perdre ce patrimoine, de perdre éventuellement ces économies qui ont été durement acquises. Et donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Et il faut rappeler également que la peur, hein, c'est tout simplement l'émotion la plus puissante. Et c'est celle qui est très souvent la plus mauvaise conseillère. Et c'est celle qui nous rend impulsifs et qui va nous faire prendre des décisions qui sont souvent irrationnelles. Et donc, on en revient aux gourous, on en revient à ceux qui vivent et qui se nourrissent de vos peurs, justement, dans ce sujet où on m'a beaucoup écrit. Alors j'en avais déjà parlé dans précédentes vidéos, je vous avais donné mon point de vue, mais là je pense faire une vidéo dédiée puisque ça continue, il y a énormément de personnes qui ont ces craintes-là, qui sont justifiées ou non justifiées, mais je vais vous donner un certain nombre d'éléments pour essayer de rationaliser cette peur. Donc l'idée, c'est en effet que, première peur, c'est que pour rembourser les dettes, l'État devra nécessairement, ponctionner votre compte, votre livret A, votre compte en banque, bref, on va ponctionner, vos liquidités. On utilise l'argument qui pour moi est un faux argument de dire: «C'est arrivé à Chypre». On y reviendra plus tard. Le deuxième point, de peur, c'est de dire, bah, si l'État n'est pas dans la capacité de rembourser la dette et donc quelque part fait faillite, eh ben, les obligations d'État qui sont bien dans votre fonds euro qui est faussement dit fonds garanti, bah, ne vaudront plus rien et donc potentiellement votre assurance vie également, squeak, ça vaut plus rien. Donc bien entendu ça, dès que ça fait appel à des sentiments de peur, ça fait appel également à un sentiment de perte d'économie, perte de richesse, des choses qui ont été, acquises pendant de longues années de dur labeur. Et donc en effet, bah, c'est quelque chose, c'est un discours qui tout de suite va attirer votre attention. Et c'est bien pour ça, bien entendu, que, les gourous et cetera, qui de toute manière, gagnent leur vie de cette manière-là et se nourrissent de cela, vont attirer votre attention justement grâce à cela. Ce qu'il faut prendre en considération également, c'est quand vous entendez ce type de message-là, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit une bonne idée, une mauvaise idée, ce qui est important, c'est de se dire, OK, qui est en train de me donner le message? Quelle est la personne qui est en train de me donner le message? Est-ce que c'est un analyste, un économiste? Est-ce que c'est un journaliste, etc. Ou quelqu'un de lambda? Pour pouvoir essayer de savoir, OK, quel est l'intérêt finalement de me donner ce type d'information-là? Très souvent, ces personnes-là également vont essayer de vous dire, bon, ben, vous devez vous protéger. Et pour vous protéger, il n'y a que l'or qui existe. On va vous dire également, il n'y a que l'or physique qui existe, et donc il faut acheter de l'or physique, des pièces en or, des lingots d'or, etc. Et passer, bien entendu, par mon revendeur, par mon lien d'affiliation. Et donc, j'ai un intérêt finalement à vous vendre de la peur, c'est que derrière, que je croie mon message ou que je ne le crois pas, hein, que je le fasse sincèrement, hein, bien entendu. Ces personnes-là également peuvent être très sincères dans leur avis, qui est de dire on va vers un effondrement, très bien, pourquoi pas, encore une fois, mais l'idée c'est de dire voilà, on va vers l'or. Si on part du principe de dire on a peur que le système s'effondre, et donc on a peur que l'argent qui est un argent fiduciaire et qui n'est qu'en fait qu'une somme de zéro sur votre compte en banque, il y a rien concrètement derrière, mais donc ça ne fonctionne que dans la confiance que j'ai dans le système et dans la confiance que j'ai que ces zéros qu'il y a sur mon compte en banque ont une vraie valeur, une valeur qui est au-delà de la valeur faciale, mais également une valeur d'échange, et donc une valeur de réserve. Et à côté de ça, de se dire, bon, bah, si je pense que tout ça va s'effondrer, bah, il faut que j'aille vers la vraie valeur, qui est une valeur tangible, et donc qui est l'or. Bon, la problématique, c'est que si on veut vraiment être sincère dans ce discours-là, derrière, on dit, ben, il ne faut pas acheter de l'or papier puisque les émetteurs vont faire faillite, etc. Bref, tout le monde va faire faillite, et donc il n'y a que l'or physique qu'il va falloir enterrer au fond du jardin. Bon, il faut toujours rappeler quand même que, historiquement parlant, quand vous avez une économie qui est en crise, qui est en guerre, etc., la première chose qu'un gouvernement va faire, c'est pour conserver la confiance dans la valeur, etc., c'est tout simplement réquisitionner l'or
confisquer l'or ou tout simplement répertorier. Et je vais dire, aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter de l'or sans donner votre nom, etc., votre adresse, etc. Donc l'État sait exactement qui détient de l'or. Et donc si à un moment donné, il faut réquisitionner, si il faut vous empêcher justement le réquisitionner, le ramener à la Banque de France, vous obliger, historiquement parlant, tout ça c'est déjà arrivé. Avec de l'or papier, potentiellement, avant que ces choses-là arrivent, vous pouvez toujours réussir à vous en tirer, à revendre avant, à trouver une contrepartie, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, entre l'or papier, l'or physique, etc. L'or, ça a un coût, et ça a un coût qui est énorme, c'est-à-dire que c'est une assurance, mais c'est une assurance et ça doit être de la diversification. Ça ne doit absolument pas être de dire je me débancarise, j'enlève tout parce que je crois sincèrement à 100% que le monde va s'effondrer, que tout le système va s'écrouler et que donc quelque part, la seule chose qui aura de la valeur éventuellement, c'est de la terre, de l'immobilier et de l'or enfoui dans mon jardin qui me servira comme réserve de valeur pour pouvoir faire des échanges en attendant qu'une nouvelle monnaie soit créée, etc. Encore une fois, c'est débattable, c'est un argument, pourquoi pas. Mais l'idée première, c'est de dire on ne doit pas, dans une stratégie d'investissement, jamais être all out ou all in. Et donc, c'est-à-dire là de ne pas justement débancariser complètement, tout mettre dans l'or, parce que évidemment, si vous vous plantez, eh ben, vous allez prendre une mauvaise décision, et non seulement une décision, et c'est là aussi où on peut débattre avec les gourous, c'est-à-dire que on vous donne un argument pour vous dire il faut protéger votre argent. La problématique très souvent, c'est que potentiellement, même si les faits qui vous sont comptés se réalisent, et que de cette manière-là, en vous ayant protégé, etc., vous réussissez à éviter la catastrophe et à ne pas perdre d'argent, à la limite, à valeur faciale équivalente, et bien la problématique, c'est que très souvent, le timing n'y est pas. Et donc, toutes les années où vous avez attendu le crack, l'effondrement, c'est autant d'années où votre épargne, vos investissements ne vous ont pas rapporté. Et très souvent, qu'est-ce qu'il se passe si on fait les comptes? Et très souvent, ça, les gourous ne font pas les comptes. Il faut se concentrer sur la perte d'opportunité. La perte d'opportunité, c'est tout simplement, ce n'est pas l'argent que vous avez évité de perdre, c'est l'argent que vous n'avez pas gagné en étant trop défensif, en n'étant pas diversifié, en étant trop axé sur un scénario. De la même manière qu'il ne faut pas être 100% haussier, bullish, etc., tout va bien dans le meilleur des mondes possible, il ne faut pas être 100% le pire est à venir. Le pire n'est jamais certain et je pense que la meilleure stratégie et le meilleur investissement que l'on peut toujours faire, c'est toujours tout simplement d'être correctement diversifié, mais jamais axé uniquement sur un seul mode de pensée et un seul avenir quelque part. Donc du coup, ça c'était pour la parenthèse. On va prendre les sujets un par un. Premier sujet, c'est de se dire, l'État va venir ponctionner sur mon compte. Pourquoi pas, encore une fois, ça a été fait à Chypre. Il faut se rappeler qu'à Chine, quand même, ça a été fait, à Chypre, en Chine, ça a été fait essentiellement pour une seule raison, c'est-à-dire que Chypre avait besoin d'argent, l'Europe a décidé de prêter de l'argent en échange, justement, qu'il y ait ce ponctionnage qui soit fait sur les comptes. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que c'est important, ça a été fait sous la contrainte. Ça ne veut pas dire que ça sera réalisable. Premièrement, pourquoi un État ne fera jamais ça? Parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Un État, et très souvent, on va dire, c'est la même pièce. Donc on a deux faces de la même pièce, c'est-à-dire que l'État, on a peur aujourd'hui que l'État ne puisse pas rembourser sa dette. L'État, pour rembourser une dette, de quoi il a besoin? Il a besoin de recettes. Un État, de quoi tire-t-il des recettes? Des impôts. Les impôts, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin que vous travaillez, il a besoin que vous créiez de la richesse, il a besoin que les entrepreneurs créent des entreprises, créent des produits, les vendent. Quel est le plus gros impôt? Et ça, Cocorico, c'est une invention française, c'est la TVA. Donc aujourd'hui, on peut, de manière populaire, dire on va remettre un impôt, on va taxer les banques, on va taxer les riches, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais c'est pouillemesque dans ce que ça représente. Donc ça sera uniquement pour, on va dire, calmer un petit peu, calmer les ardeurs, mais ce n'est pas ça qui rapportera à l'État, ce n'est pas ça qui permettra à l'État de tout de suite ne plus être en déficit comme depuis 1974 et de pouvoir rembourser la dette de cette manière-là.
Un État, de toute manière, hein, on ne se serre jamais sur la ceinture. Parce que pourquoi? Parce que les mandats sont de plus en plus courts. Donc un politicien n'a aucune volonté, s'il n'est pas sous la contrainte, de faire de l'austérité, parce qu'il est clair et net qu'il ne sera pas réélu derrière. Donc le politicien, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est potentiellement prendre plus de dettes pour pouvoir justement relancer le plus vite possible l'économie, pour que vous puissiez ne pas perdre votre travail, continuer de consommer, en continuant de consommer, continuer de payer la TVA, les entreprises également continuer de faire leur commerce et donc de payer les TVA à chaque fois, etc. Également sur les produits finis. Et quelque part, c'est toujours la même chose. Vous avez besoin que l'économie soit florissante pour réduire la dette. La dette, c'est toujours, on parle du ratio de la dette. Alors là, on est en train d'avoir peur qu'on va monter à 115%. Il y a plusieurs façons de réduire la dette. Soit on fait de la croissance, et donc l'économie et le PIB représentant une plus grosse partie, eh ben, le poids de la dette est réduit. Le niveau de la dette est réduit, pas le poids. Et derrière, on peut également, on l'a dit, et on faire des vidéos, je ferai d'autres vidéos sur ça également, c'est avec recréer de l'inflation pour que justement cette valeur de la dette soit moins importante à l'avenir. Et du coup, augmenter les impôts. Les impôts, c'est pas populaire. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est la TVA. Si un jour vraiment on a besoin, la TVA montera. C'est l'impôt le plus injuste qui puisse exister, mais c'est celui qui rapporte le plus aujourd'hui à un État et la manière, on va dire entre guillemets, la plus simple de vraiment faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc au lieu d'une TVA à 20%, elle montera à 22 ou à 23% éventuellement. Mais derrière, voilà, c'est pas populaire et politiquement parlant, c'est pas intéressant. Donc, on ne viendra jamais ponctionner de l'argent sur votre compte en banque pour une simple et bonne raison. C'est que si je viens ponctionner de l'argent sur votre compte en banque, ok, je résous potentiellement un petit peu ma dette à court terme, mais un État, il a besoin de dette. Je ne comprends pas cette physionomie de dire il faut rembourser la dette. Il faut bien vous mettre en tête que la dette est très rarement remboursée. Elle est tout simplement repoussée la plupart du temps. Et derrière, elle est renégociée. On parle d'un refinancement. Et en fait, on prend plus de dettes pour rembourser d'autres dettes, mais c'est un cycle et on continue en fait tout simplement de prendre avec de nouvelles dettes, de rembourser les anciennes, mais de prolonger de nouvelles dettes, d'avoir des nouvelles maturités, etc. Aujourd'hui, les taux n'ont jamais été aussi bas, ce qui permet à des endettements, à des poids de la dette, d'être supportables pour les États. Ce qui ne serait pas supportable, c'est si vous avez une dette qui est tellement énorme que les coupons que vous payez, vous n'avez pas suffisamment de recettes pour les payer. Et c'est là, réellement, où vous avez une problématique. Tant que, je veux dire, vos taux d'intérêt sont extrêmement bas, vous pouvez prendre plus de dettes actuellement sans pour autant que votre poids de la dette soit accru. Donc vous avez une capacité de payer. Par contre, quand vous avez une crise, que vous avez justement des gens qui perdent leur emploi, des entreprises qui font faillite, vous avez une baisse de vos recettes également. Et donc c'est là également où, en tant qu'État, on ne va pas faire d'austérité parce que ça serait se tirer une balle dans le pied. On ne va pas venir vous prélever votre assurance vie et votre épargne. Ça serait se tirer une balle dans le pied également. Ça serait vous faire perdre confiance dans le système. Ça serait faire en sorte que les prochains deniers que vous allez gagner, vous n'allez pas les mettre dans le système. Vous allez les protéger. Et donc tout cet argent-là, c'est éventuellement de l'argent que l'État ne pourra pas récupérer derrière en recettes. Donc clairement, pour moi, il faut arrêter de penser voilà, et d'avoir peur que l'État vienne ponctionner sur la base de ce qui s'est passé à Chypre. Ce n'est absolument pas comparable et c'est uniquement un argument pour vous faire peur et pour vous rameuter sur d'autres éléments et pour continuer à nourrir les gourous qui vous font peur déjà depuis 20 ans. Et ça continuera comme ça, c'est leur gagne-pain et ça marche. Donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et surtout la crise du coronavirus et potentiellement les conséquences que l'on va ressentir dans les années à venir. J'avais fait une vidéo avec plusieurs étapes, c'est du pain béni pour eux, bien entendu. Donc ça, voilà, c'est un élément important. N'oubliez jamais également que la dette est une créance, mais un actif également pour le prêteur. Si moi, je vous prête de l'argent, je suis potentiellement pas intéressé à ce que vous me remboursiez. Je préfère, au contraire, que quand on arrive à la fin de la maturité, on reprolonge la dette éventuellement, on renégocie avec de nouveaux taux si vous êtes en difficulté, mais moi, c'est un actif pour moi. Tant que vous me payez mon coupon, c'est un actif pour moi et je suis content de vous prêter de l'argent puisque j'ai un revenu
récurrents qui rentrent avec coupons. Donc ne jamais oublier également que, in fine, euh, on n'a pas besoin de rembourser la dette. On doit conserver une dette, bien entendu, qui permet que nos paiements et donc les taxes, etc., et donc les recettes du gouvernement arrivent à payer ce poids de la dette, de la même manière qu'une entreprise a besoin justement que ce poids de la dette-là puisse être financé, et pas nécessairement à chaque fois juste en prenant encore plus de dettes, parce que c'est là évidemment où on arrive à un moment donné à un blocage, surtout si les taux remontent. Donc ça, c'est une autre problématique. Mais derrière, ce qui est vraiment important de comprendre, voilà, c'est que la dette finalement n'est pas remboursée, elle est juste prolongée. Donc ça, il faut le comprendre. Et il faut s'enlever de l'esprit qu'un État sans dette, c'est l'avenir. Non, on a besoin de la dette aujourd'hui pour créer de l'investissement, pour aller investir là où sans dette, on n'arriverait pas à ficeler des dossiers. Donc c'est ce qui permet également de créer des richesses, la dette. Sinon, on ne pourrait pas investir de la manière dont on investit aujourd'hui. Et donc, pour investir également et pour s'endetter plus, il faut avoir confiance dans l'avenir. Donc c'est pour cette raison également que tout le monde a intérêt, les gouvernements, les banques centrales, tout le monde a intérêt évidemment à prendre encore plus de dettes pour financer la relance, parce que c'est cette relance-là qui derrière, plus tard, permettra de résorber les dettes, puisque quand tout ira bien, en règle générale, c'est là où on doit augmenter les impôts. Évidemment, politiquement parlant, on le fait rarement, ce qui est handicapant à plus long terme, bien entendu, parce que les politiques sont tous court terme, puisque bien entendu, ils pensent avant tout à leur réélection, ce qui évidemment crée une problématique, puisque quand tout va bien, logiquement, c'est là où on devrait augmenter les impôts pour préparer justement quand ça commence à aller mal. Donc voilà, ça c'est pour le premier élément de dire ça serait complètement idiot de venir ponctionner votre épargne sur votre compte en banque. Donc clairement, voilà, ça, pour moi, ça n'arrivera pas et c'est vraiment le cas de force majeure et ça serait complètement aller dans le sens contraire et là, en effet, perdre la confiance dans le système et là, en effet, tout s'écroule. Donc c'est vraiment pas dans l'intérêt de chacun et c'est pas dans votre intérêt non plus de vous débancariser, etc. La loi Sapin, la loi Sapin, elle est mal comprise. La loi Sapin, c'est fait pour quoi? C'est fait pour éviter justement que parce que vous êtes influencé par des gourous, vous avez peur, vous prenez une décision irrationnelle, vous vous débancarisez. En vous débancarisant, si tout le monde fait pareil, bah, vous créez finalement une prophétie autoréalisatrice et finalement vos propres peurs, puisque en vous débancarisant, vous créez justement une situation d'instabilité et qui va créer justement la problématique. Donc là aussi, réfléchissez souvent à qui est en train de vous dire certaines choses, pour quelles raisons politiques, etc. Pourquoi certains voudraient un effondrement. Voilà, il y a toujours des jeux de pouvoir également qui sont en arrière-plan. L'idée, c'est de dire, bah, si mon État ne peut plus rembourser, etc., il fait faillite, etc., les obligations d'État capotent. Et historiquement parlant, en effet, chaque État, une fois au moins dans son histoire, a fait faillite, n'a pas payé, et donc, concrètement, la définition, c'est de dire on fait faillite. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, c'est comme une entreprise qui ne paye pas et qui fait faillite. On ne va pas couler les bateaux, on ne va pas dynamiter les hôtels, on ne va pas justement détruire les usines. Il y a toujours des repreneurs, il y a toujours justement une capacité à un moment donné d'avoir ces reprises-là. Donc on fait faillite et derrière on recommence. Je veux dire, que ce soit en 2008 ou que ce soit maintenant, on a exactement le même type d'entreprises qui ont des problématiques et qui vont faire faillite, mais derrière les actifs sont conservés. On ne rebouche pas les mines, on ne rebouche pas les puits. Donc à un moment donné, tout ça, c'est mis en stand-by, c'est racheté par d'autres acteurs, c'est de la consolidation, c'est des fusions-acquisitions également. Voilà, c'est des choses également qui arrivent en période de crise où, si on a du cash, justement, si on a cette capacité de pouvoir être opportuniste, c'est là où il y a des bonnes affaires à faire pour les entreprises, mais également pour les particuliers d'un point de vue investissement. Et donc c'est plus vers ça, plutôt que d'avoir peur, c'est plus vers ça, vers quoi il faut se projeter justement, et il faut réfléchir. Donc au niveau de l'État français aujourd'hui, au niveau des obligations, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais coûté aussi peu cher justement de s'endetter. Donc aujourd'hui, la mise en faillite des États, ce n'est pas une problématique et ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc on est avant tout dans une reprise économique, dans un besoin de reprendre l'économie pour, comme je vous l'ai dit, avoir justement des recettes
d'État qui permettent de financer cette dette-là et après très certainement créer de l'inflation puisqu'on ne fait pas d'austérité. Un État, une banque centrale va toujours préférer créer de l'inflation pour justement résorber la dette de manière naturellement économique, on va dire. Donc au niveau de votre assurance vie, également, il n'y a pas à avoir peur que vous allez être ruiné par votre assurance vie puisque vos obligations de l'État ne vaudront rien demain. Ce qui ne veut pas dire que l'assurance vie est un bon placement. Attention, l'assurance vie est devenue dorénavant un mauvais placement, dans le sens où ça rapporte de moins en moins, puisque en effet, plus les taux baissent et les taux vont rester bas, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que si on veut éviter d'asphyxier le peu de reprises qu'on va avoir, il faut éviter de remonter les taux. Donc on sera obligé d'avoir des taux court terme de banque centrale qui seront bas, et derrière, on verra dans les années à venir certainement des taux long terme qui, eux, vont remonter. Mais quelque part, l'idée, c'est bien de se dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un effet ciseau sur cette assurance vie. Puisque les assureurs ne peuvent pas faire une rotation de leur portefeuille aussi rapidement, et donc même si en effet vous avez les taux longs qui remontent à l'avenir, vous avez des capacités d'aller chercher plutôt de la dette des émergents, etc. Bon, ça dépend les portefeuilles, mais le fonds euro, c'est plus de la dette à chaque fois qui est notée AAA, etc. Donc ça ne rapporte pas beaucoup. Et si vous avez l'inflation qui remonte derrière, bah, c'est l'effet ciseau justement, puisque non seulement votre assurance vie fonds euro ne vous rapportera pas grand-chose, mais en plus l'inflation bouffera le peu que ça vous rapporte et potentiellement également en taux réel, vous serez peut-être en négatif. Ce qui quelque part ne va pas trop déranger l'État. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit au début, l'État il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin que vous consommiez, il va avoir besoin que vous dépensiez. Donc quelque part, l'État va aussi devoir mettre en place, pour résorber sa dette, etc., vis-à-vis de la relance, il devra mettre en place des mesures pour vous pousser justement à consommer et à ne pas épargner. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça également qu'on va vous pousser de plus en plus vers des fonds actions, puisque si le monde demain, en effet, est en reprise économique, et même si on a un scénario inflationniste, eh ben, il y a deux choses, il y a deux placements qui certainement vont s'en tirer correctement et vont certainement profiter du fait qu'on va avoir pas mal de retraits sur les assurances vie. C'est l'immobilier, parce que l'immobilier est vu justement comme quelque chose qui sera protecteur, et pour la plupart des Français, ça a été une bonne expérience d'investissement jusqu'à maintenant, donc ils vont continuer à aller chercher de l'immobilier. Ça ne veut pas dire que les prix monteront, mais pour moi, ça veut dire que c'est ce qui permet de créer un socle de protection. Et derrière, les actions avec actifs tangibles, hein, on parle bien, et donc ils seront capables de résister, de profiter d'une nouvelle essor économique éventuel, voire tout simplement de profiter également dans un monde inflationniste. On fera d'autres vidéos plus particulièrement sur ces sujets-là, et notamment également sur la place de l'Europe sur cette hypothèse-là de reprise de l'inflation. Mais donc voilà un petit peu, juste pour remettre l'église au centre du village, et vous dire que les banques ne feront pas faillite. Les émetteurs d'assurance vie, etc., de contrats d'assurance vie ne feront pas faillite. Pourquoi? Parce que l'État et les banques centrales n'ont aucun intérêt à vous faire perdre confiance dans le système. Et donc en 2008, on a appris de 2008 également, et qu'est-ce qu'on a appris? Zéro faillite. Donc pour éviter le choc systémique. Donc personne ne fera faillite. Et donc de la même manière que j'entends dire que voilà, vous avez un fonds de garantie, mais ce fonds de garantie ne détient pas suffisamment de fonds justement pour rembourser l'ensemble des Français si jamais il devait y avoir des faillites. Premièrement, il ne faut pas avoir les œillères. Ce fonds de garantie aujourd'hui, il détient un certain nombre de fonds pour la situation donnée actuellement, qui est de dire, de toute manière, si une petite banque fait faillite, voilà, on va répondre à ça. Mais si une plus grosse banque fait faillite, on veut éviter le risque systémique, donc on ne laisse personne faire faillite et donc on va renflouer, on va nationaliser. Donc quelque part, ce fonds de garantie, on n'en a pas réellement besoin puisque l'État, la Banque centrale, garantit en elle-même le zéro défaut. Derrière, ce qu'il faut se dire également, c'est que ce fonds de garantie, à la limite, admettons, vous commencez à avoir des faillites, etc., on imprime de l'argent. Donc ce fonds de garantie, au moment donné où on en aura le plus besoin, il y a fort à parier que, tout simplement, on va augmenter ses fonds. Donc il ne faut pas regarder schématiquement les choses à l'instant T et se dire « Ouh là là, il n'y a pas assez d'argent dans ce fonds de garantie, donc jamais l'État ne pourra rembourser, etc. » On imprime, hein. Je vous ai dit, la dette, ce n'est pas un problème pour le moment, donc je veux dire, on peut imprimer, etc. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire
fonds de garantie, c'est un faux problème également. D'une part, je pense qu'on n'en aura pas besoin, puisque on va nationaliser dès la base si jamais il y a vraiment des problématiques. Se dire les obligations d'État, c'est toujours dangereux, et à l'avenir également, je ne pense pas que ça sera un placement qui sera très intéressant, et du coup, je pense qu'il y aura un système de vase communicant où les actions, l'immobilier également dans une certaine mesure, pourront en profiter. Ça risque de prendre pas mal d'années, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura plusieurs cycles, et derrière, le préjudice est quelque part ce qu'il faut regarder le plus, évidemment, c'est plutôt du côté de l'obligataire d'entreprise, et regarder justement, les entreprises, elles ont des actifs, et donc tant qu'elles ont des actifs, on peut éventuellement avoir une dette qui est quelque part encore gérable. La problématique, c'est que si on rentre dans une dépression, si on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus long terme, ces prix des actifs-là vont baisser. Donc la problématique, c'est que quand vos prix d'actifs sur lesquels vous avez une contrepartie de dette baissent, eh ben, tout de suite, vos ratios de solvabilité ne sont plus du tout bons. Donc c'est ça aussi la raison pour laquelle les gouvernements et les banques centrales sont autant actives rapidement en y mettant le paquet. C'est pour éviter que l'on sombre dans la dépression, parce qu'ils savent très bien que les niveaux de dette sont pour l'instant gérables, même s'ils sont élevés, tant que le prix des actifs également ne baisse pas trop. Parce que si le prix des actifs baisse, comme je vous l'ai dit, c'est là où la dette commence à avoir un poids beaucoup plus important. Et le fait que pour moi également, j'apprécie peu les obligations d'État, sans pour autant penser que ça va faire faillite, etc. Mais en vous disant que ce ne sera certainement pas le placement le plus intéressant. Alors à court terme, en période déflationniste, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est de la sécurité. Mais l'effet ciseau, comme je vous l'ai dit, qui peut arriver éventuellement, c'est quand vous avez les taux qui vont remonter, les taux long terme qui peuvent remonter, les taux court terme qui restent très bas, évidemment, et derrière, une reprise de l'inflation. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'inflation, hein. On aura besoin de 2-3% d'inflation pour tout de suite, en fait, que ces obligations-là ne soient plus du tout intéressantes, et que du coup, on aille chercher ailleurs. Mais dites-vous bien, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à payer. Il y a énormément d'argent, il y a énormément de liquidités, et c'est pour ça aussi que les banques et les gouvernements agissent aussi rapidement. C'est justement pour maintenir ce taux de liquidité-là. Parce que sinon, vous avez tout qui se grippe, et si le marché de la dette se grippe, là, en effet, on ne sera pas dans de jolis draps. Donc, bien comprendre, en effet, qu'on est dans une situation donnée maintenant, que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement, on a d'autres ramifications qui peuvent se mettre en place. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, investir, c'est quelque chose de vivant. C'est pas, on prend une décision pour les 10, 20, 30 ans à venir et on se dit ça va bien se passer, et il n'y aura pas des cycles à l'intérieur des cycles, il n'y aura pas des sortes de poupées russes. Non, l'idée, c'est de se dire c'est vivant. Donc on prend des décisions dans les données actuelles, et on sait très bien et on se prépare dans les scénarios et dans les hypothèses. C'est ce que je vous propose justement, de se dire voilà, quand on a tel ou tel élément qui vont se passer, on ne sait pas si ça va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ou ça arrivera même tout court, mais c'est de répondre. Donc c'est toujours faire une analyse à chaque fois pour vous dire le quoi, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, mais derrière attendre que le marché vous donne le top départ, vous donne le timing, et de vous dire bon ben ok, là c'est bon, c'est validé, et maintenant en effet je valide le timing pour transvaser et partir sur une stratégie plus qu'une autre. Donc c'est ce que j'essaye justement de vous proposer, et c'est cette philosophie-là également que j'essaye de vous enseigner et de vous passer, plutôt que de dire voilà, on va tous mourir, et on va tous finir taxés, et ça va mal se passer, donc je fais en sorte de déserter complètement tout investissement. La problématique, c'est que vous finirez peut-être par avoir raison. Potentiellement, ça sera vrai dans 5 ans, et vous pourrez fanfaronner que justement vous avez protégé votre capital. Mais pendant ces 5 ans-là, éventuellement, vous serez passé à côté de performances à 2 chiffres. Et ça, c'est la perte d'opportunité. Et ça, c'est ce qui fait réellement mal à un patrimoine. Ce n'est pas finalement de subir une crise et de subir les pertes. Finalement, c'est en attendant, en ayant peur de la crise, en ayant peur des pertes, de ne pas avoir saisi les opportunités d'investissement, et donc d'avoir eu de la perte d'opportunité et de ne pas avoir gagné. Parce que, croyez-moi, si vous gagnez, même si vous prenez une crise derrière, vous serez toujours avec un patrimoine supérieur à ce que vous allez avoir si vous ne faites rien
et juste vous protéger pour ne pas subir quelconque crise, ce qui est quasiment impossible à faire de toute manière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également. Je ne peux pas évidemment dans ces vidéos-là rentrer trop dans les détails, hein. Il y aurait beaucoup de choses à faire, je suis obligé de faire quelques raccourcis, etc. Donc voilà, au fur et à mesure de prendre quelques sujets pour faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas dans les commentaires également à étayer votre propre analyse, c'est comme ça qu'on est le plus exhaustif possible et donc le plus objectif possible, hein. Le but c'est pas d'être optimiste, c'est pas d'être pessimiste, c'est d'être objectif et donc comme je vous l'ai dit, de réfléchir en termes d'horizon de placement, d'horizon de temps justement sur les choses qui peuvent se mettre en place éventuellement et les hypothèses et les scénarios. Je ferai d'autres vidéos également plus axées action sur des hypothèses actions, des hypothèses de travail également qu'on peut avoir pour les années à venir. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Salut!